Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va parler d'un échange qui a eu lieu entre Sky de Thinkerview et Bruno Le Maire, sur lequel ils ont parlé d'un petit peu de son bilan, de ce qu'il faisait, etc. On y va. Quand ceux qui bossent regardent leur feuille de paye, qui voient ce qu'ils touchent en brut, et tout ce qui part en charge, ce qui fait que le net n'est pas suffisant, tu crois qu'ils pètent pas un câble? Et les chefs d'entreprise? Alors, sans parler des chefs d'entreprise, qui, eux, s'aperçoivent que lorsqu'il faut augmenter leurs salariés, ça leur coûte tellement cher qu'ils ne peuvent plus augmenter leurs salariés et donner à leurs salariés ce qu'ils voudraient leur donner. En fait, moi, mon intuition, je peux me tromper, mais je suis pas là pour faire plaisir ou pour être populaire, je suis là pour dire mes convictions. C'est pas une intuition guerre économique. Hein. Non, c'est la guerre économique, on va y revenir, mais mon intuition fondamentale, c'est que maintenant, il faut changer le système. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est un représentant de l'ancien système qui te dit maintenant, il faut changer le système. C'est comme si quelqu'un qui avait été au pouvoir pendant 7 ans en tant que ministre de l'économie, en fait, il vient de se rendre compte maintenant qu'il y avait des choses à changer, quoi. Mais oui, mais t'as été en poste pendant 7 ans, qu'est-ce que t'as fait? Donc c'est quand même un petit peu léger de dire, voilà, une fois que tu viens de sortir du système, il y a vraiment des choses à changer. Voilà. Je sais ce qu'il faut faire. Remettez le petit bulletin dans l'urne comme il faut, parce que vraiment, là, j'ai compris. Alors, dans un autre registre, il va maintenant prendre position sur les histoires de livres qu'il avait écrits, notamment pendant son mandat, et en particulier par rapport à un livre qui avait fait un petit peu jaser la presse à l'époque, où il avait ostensiblement évoqué des scènes sensuelles. Je suis très fier d'avoir écrit ce livre. Voilà. Je te le dis très, très franchement, je suis très fier d'avoir écrit ce livre. C'est un beau livre sur la musique. Tu n'aurais pas pu le sortir après ton ministère? Si tu es écrivain, et je revendique d'être écrivain et politique, et c'est ma liberté, et personne empiétera sur ma liberté. Mais moi, je te paye d'être écrivain et politique. Je te paye pas pour écrire des livres. Mais tu me payes pour être ministre, je suis ministre à temps plein, et si j'ai envie, à côté de mon activité de ministre, parce que quand tu es ministre, tu es aussi un homme, tu as aussi une famille, on peut aussi te dire, tu t'es occupé de tes gosses, c'est pas bien, tu as passé du temps avec tes enfants, tu n'as pas ça à faire, tu as fait de la montagne. Tu es en train de comparer écrire un bouquin à t'occuper de tes mômes? Écrire un bouquin, c'est très important, c'est pas aussi important que m'occuper de mes enfants. Combien mais si d'enfants? c'était pas nécessaire, j'en ai 4 garçons. Si c'était pas nécessaire pour moi d'écrire des livres, j'en écrirais pas. Là encore, je trouve que c'est quand même un peu de l'hypocrisie parce que on se retrouve avec un ministre qui pense que l'intérêt des Français passe derrière écrire des bouquins. À la base, tu es payé par les Français pour travailler à 100% sur ta tâche. On ne poserait pas de questions si en fait l'économie de la France allait très bien. C'est si tu faisais très bien ton boulot, il n'y a pas de problème. On se demanderait même pas, bon, tu as écrit un livre dans l'exercice de ta fonction. Le sujet viendrait même pas. Le minimum de décence dans ce cas, c'est tu écris ton bouquin si tu veux, mais tu le publies à la fin de ton mandat. Alors maintenant, on va voir son point de vue sur la réindustrialisation de la France. Je vous laisse écouter. Mon obsession, c'était qu'on réindustrialise. Parce que le plus grand scandale économique du pays, que j'ai vu comme élu local, que j'ai vu comme ministre, c'est la désindustrialisation et la vague de délocalisation monstrueuse depuis la fin des années 80 jusqu'à le début des années 2000. On est passé... Il a le bon constat. Qu'a-t-il donc fait? On a baissé les impôts de production, c'était ma demande. L'impôt de production, c'est quoi? C'est que tu n'as pas encore produit 1 euro, on te le prend. J'ai simplifié avec la loi Pacte l'ouverture d'usines ou l'agrandissement des usines. Je me suis battu pour un truc absolument décisif, qui est la relance du nucléaire en France. Le résultat, c'est que nous avons, entre 2017 et 2024, pour la première fois depuis 40 ans, on a ouvert plus d'usines qu'on en a fermé. Et on a créé 120 000 emplois industriels. Là, ce qu'il dit, c'est assez intéressant parce que, dans le fond, il n'a pas tort. Il n'a pas tort puisqu'il y a effectivement des emplois industriels qui ont été créés. Sauf que maintenant, vous allez voir dans quoi est-ce que ça a été créé. On a ouvert une filière sur les batteries électriques, une filière sur les métaux rares, sur le recyclage et sur la séparation des terres rares. On a ouvert et renforcé une filière sur les semi-conducteurs. Il est en train de vous dire on a réindustrialisé, on a créé 120 000 emplois, d'accord, très bien. Je vous rappelle quand même, de 2017 à 2022, la part dans le PIB de l'industrie, elle a baissé. Donc en fait,
même s'il a réussi à créer des emplois industriels, ça n'a pas compensé la perte de ceux qui se sont barrés. Ou alors, ça a compensé la perte en termes d'emploi, mais pas en termes de production de richesse pour le pays. Donc c'est quand même assez drôle. Et il y a aussi un autre point qui est très intéressant, c'est que il vous dit la production de batteries. On a créé des emplois dans la production de batteries, d'accord. Le problème, c'est que ces usines, la production de batteries, en fait, la Chine et les États-Unis, ils font ça très bien. Donc en fait, ces usines, elles n'ont pu être créées en France pour la simple et bonne raison qu'elles étaient subventionnées. C'est-à-dire que c'est le contribuable qui paye ces usines en endettant ses petits-enfants qui devront rembourser. C'est toujours comme ça que ça se passe. Là, il se gargarise d'une dépense publique qui a amené de l'emploi. Mais c'est pas ça la création de richesse. C'est n'importe quoi comme d'habitude. Dans la même logique, je vous ai préparé un petit tableau qui vous montre en fait le taux de chômage par rapport aux entreprises qui ont fait faillite année après année. Donc ce qu'on constate, c'est que par exemple, donc on est passé de 2010 avec à peu près un taux de chômage, là vous voyez, de 9,25%. Vous aviez un nombre de défaillances d'entreprises. Les défaillances d'entreprises, c'est les entreprises qui font faillite, voilà, d'une année sur l'autre. Là par exemple, on en avait à peu près 60 000 en 2010. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grosse baisse pendant le Covid parce qu'on a mis en place, encore une fois avec l'argent du contribuable, des aides, voilà, pour éviter que des entreprises fassent faillite. Et donc il était tout fier de nous dire qu'il avait réindustrialisé, alors que la réalité de ce qui s'est passé, c'est que on a fait payer aux contribuables pendant toute cette période les histoires pour le Covid. D'accord, très bien. Et une fois qu'on est sorti de la période où on a donné des subventions à des entreprises pour qu'elles survivent, hop, on se rend compte que de plus en plus, elles font faillite. Et donc on est sur un record depuis plusieurs dizaines d'années de défaillances d'entreprises qui font faillite. Donc tu n'as rien réindustrialisé du tout, en fait. Il est là le problème.